Chaque être humain est unique. Ses sentiments, ses goûts, sa culture forment sa personnalité et le différencient des autres êtres humains. Pourtant, cette multitude d'individus uniques est soumise aux mêmes besoins élémentaires: manger. Depuis la nuit des temps, la nature a pourvu à ce besoin en offrant à l'homme une variété extraordinaire d'aliments. Mais au cours des dernières décennies, dans les parties du monde les plus riches, un changement s'est opéré dans la manière dont nous nous procurons et consommons nos aliments. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont issus du processus industriel. Et ce nouveau mode de production a bouleversé notre équilibre alimentaire. Mais quelle est la nature exacte de ce changement ? Nos habitudes alimentaires ont changé du tout au tout en moins de 2 générations, je dirais. Et elles ont changé dans le sens de toujours plus de produits animaux, et en particulier plus de viande, plus de produits laitiers aussi. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une situation où dans les pays riches, on a à peu près 70% ou 3/4 des protéines qui viennent de produits animaux. Si on regarde ce qui se passait il y a un siècle et ce qui se passe encore dans la plupart des pays non ou peu industrialisés, la proportion est inverse. C'est 3/4 à peu près de protéines végétales et 1/4 de protéines animales. Les faits sont donc là. Mais l'étendue des changements ne se limite pas aux simples protéines animales. En effet, dans la plupart des cas, celles-ci s'accompagnent de graisses saturées. On en trouve par exemple dans la charcuterie, le beurre, le fromage, la viande ou les œufs. Mais les graisses saturées sont également présentes de manière moins visible dans une multitude de produits raffinés de consommation courante, comme les pâtisseries, les biscuits, les gâteaux apéritifs ou encore les confiseries. Plus largement, nous consommons une grande quantité de produits raffinés, qu'ils soient d'origine animale ou végétale. Tous ces produits ont une valeur nutritionnelle assez faible, car les ingrédients qui les composent sont appauvris en vitamines et en minéraux. De plus, ils sont pour la plupart gorgés de sucre ou de sel. Ajoutons à cela que les modes actuels de production, transformation, distribution ou conservation alimentaire font intervenir certaines substances chimiques qui peuvent empoisonner les aliments. Alors, les conséquences, je dirais, reconnues pour la santé, c'est sur certains cancers, en tout cas la viande rouge. Il est reconnu que la viande rouge, en quantité trop élevée, augmente le risque de cancer du côlon notamment, et également probablement d'autres cancers. Et après, il y a le problème de l'impact sur les maladies cardiovasculaires, sachant que, alors c'est pas les protéines animales en elles-mêmes, mais que c'est toujours associé à des graisses saturées. Donc les deux grands problèmes, c'est ceux-là, cancer, maladies cardiovasculaires. Un grand nombre d'études concordantes désormais qui pointent des liens directs entre forte consommation de viande rouge et ou de charcuterie et des maladies très graves, comme l'obésité, c'est une maladie très grave, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers. Par exemple, moi en tant que biologiste, je peux vous dire que vous avez dans 120 pays du monde une corrélation entre la consommation de graisse animale et le cancer du sein et le cancer de l'intestin. Il est sûr et certain aujourd'hui que consommer de la viande comme on le fait, ça fait plaisir aux industriels, c'est sûr, mais c'est très mauvais pour notre santé, ça j'enfonce une porte ouverte. Tout le monde le sait, enfin tout le monde pourrait le savoir. C'est très très intéressant de voir la façon dont cette connaissance se fait jour dans la société française. On est à ce point de doute où on se demande qu'est-ce qui se passe et est-ce que la viande est vraiment bonne pour la santé des humains, jusqu'à quel point elle est bonne. La plupart d'entre nous ont vécu et vivent toujours avec la certitude que la viande, le lait ou les œufs
sont des aliments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme, qu'ils sont synonymes de force et de résistance. Les gouvernements et les médias ont d'ailleurs toujours relayé ces informations pour des raisons avant tout économiques. Pourtant, bon nombre d'études scientifiques menées par des chercheurs du monde entier pointent du doigt les méfaits liés à une surconsommation de ces aliments. Parmi ces chercheurs, T. Colin Campbell, professeur en biochimie nutritionnelle à la prestigieuse université Cornell, a passé la majeure partie de sa vie à étudier les liens qui existent entre alimentation et santé. En 2006, il a publié le rapport Campbell, un livre qui synthétise des dizaines d'études scientifiques sérieuses en matière de nutrition, dont l'étude dite en Chine menée par Campbell lui-même et qui est considérée comme la plus vaste étude internationale à ce jour sur la nutrition. Les informations apportées par ce livre font état d'une corrélation presque systématique entre une grande consommation de produits d'origine animale et l'augmentation de pathologies comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les maladies des os, des reins, des yeux, du système nerveux, et même les maladies auto-immunes incurables. Parmi ces pathologies, les maladies cardiovasculaires sont celles qui font le plus de victimes. L'OMS estime qu'elles représentent un tiers de tous les décès dans le monde. Ces maladies sont en grande partie le résultat d'une alimentation à haute teneur en graisse et en cholestérol qui favorise la formation de la plaque d'athérome. Cette plaque, composée d'une couche poisseuse de protéines et de lipides, s'accumule sur plusieurs années en certains segments des artères, réduisant le flux sanguin et provoquant de l'hypertension artérielle. Si un morceau de plaque se détache, un caillot peut se former et obstruer totalement l'artère. Le sang n'est alors plus en mesure d'alimenter les muscles du cœur, et très vite, c'est la crise cardiaque. La seconde cause de mortalité dans tous les pays riches est aussi celle qui effraie le plus la population. Il s'agit du cancer. Colin Campbell a réalisé sur des rats de laboratoire une remarquable expérience portant sur le cancer du foie. Tout d'abord, on a exposé tous les rongeurs à des substances carcinogènes, c'est-à-dire favorisant la transformation de cellules saines en cellules cancéreuses. Ensuite, on a soumis pendant 2 ans une partie d'entre eux à un régime à base de 20% de caséine, qui est la principale protéine contenue dans le lait de vache, et une autre partie à un régime en contenant seulement 5%. Au terme de l'expérience, 100% des rats ayant suivi le régime à base de 20% de caséine étaient en phase terminale du cancer du foie. En revanche, aucun de ceux soumis au régime contenant 5% de caséine ne présentait de lésions cancéreuses. Ce rapport de 0 à 100% stupéfia le chercheur émérite qu'était Campbell, car il ne se produit quasiment jamais dans la recherche scientifique. Mais il restait à savoir si les protéines végétales avaient le même effet. Il réitéra donc l'expérience avec un régime à base de 20% de protéines de blé et de soja. Résultat, aucune apparition de lésions cancéreuses. Ce graphique montre que dès que la proportion de protéines animales dans l'alimentation des rats dépassait les 10%, le développement des foyers cancéreux s'accélérait. L'étude en Chine est venue appuyer les résultats obtenus sur les animaux de laboratoire et a montré chez l'homme une forte corrélation entre la fréquence d'apparition des cancers les plus courants et une importante consommation de protéines animales. Mais ce n'est pas tout. Pour qu'au départ une cellule saine devienne cancéreuse, elle doit être exposée à un agent carcinogène. L'excès de protéines animales agit ensuite comme promoteur, et ces cellules se multiplient de manière anarchique jusqu'à former une tumeur. Or, ces substances carcinogènes sont contenues dans certains pesticides utilisés dans l'agriculture industrielle et certains additifs utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Il est clair qu'aujourd'hui, on sait que dans les graisses animales se concentrent les pesticides. Vous mangez beaucoup plus avec du lard des résidus de pesticides que si vous mangez des champs même traités aux pesticides. Parce qu'il a fallu beaucoup de pesticides pour faire les champs et beaucoup d'herbes pour faire ses vaches ou ses porcs. On sait que le cancer du sein, effectivement, il y a 2 à 5% de cancer héréditaire. Mais c'est tout. Ça veut dire 95 à 98% de causes environnementales. Dans ces causes environnementales,
On peut citer peut-être la radioactivité dans certains cas. On peut citer peut-être des problèmes plus physiques. Mais il y a grosso modo, et l'INSERM l'admet, l'alimentation. Les eaux de pluie, vous savez qu'il n'y a plus quasiment une eau de pluie qui ne contient pas de pesticides. Il n'y a plus 1 kilo de chair humaine sur Terre. Il n'y a plus un sein de femme sur Terre qui ne contienne pas des pesticides. Et comment on sait cela? Parce qu'il n'y a plus un lait de femme dépourvu de DDT, par exemple. Il n'y a plus un peu de sang humain qui ne contienne pas des plastifiants, des produits d'hydrocarbures, de pétrole et des pesticides sur Terre. Si je vous dis calcium, quel aliment vous vient spontanément à l'esprit? Si ce n'est pas le lait, alors vous vous distinguez de la majorité de la population. Le calcium participe au renforcement de nos os. Or, le lait contient énormément de calcium. Alors comment expliquer que les pays qui ont les plus fortes consommations de produits laitiers sont aussi ceux qui ont le taux de fracture et d'ostéoporose le plus élevé? Eh bien, c'est que la disponibilité du calcium dans un aliment est liée au phosphore. Plus le taux de calcium est élevé par rapport au taux de phosphore, et meilleure sera son assimilation. Le lait, quant à lui, contient trop de phosphore pour que l'assimilation du calcium soit optimale. Résultat, seulement 30% du calcium qu'il contient est assimilé par nos os, et 70% est rejeté. Mais cette mauvaise assimilation est aussi à mettre en relation avec un autre facteur. En effet, toutes les protéines animales que nous ingérons ont comme conséquence l'acidification de notre sang. Mais le corps humain n'aime pas les milieux acides. Il doit donc rétablir l'équilibre en faisant passer dans le sang des substances comme le calcium qui neutralisent l'acidité. Et où va-t-il chercher le calcium manquant? Dans nos os, naturellement. Ces données sont connues depuis de nombreuses années, et vanter les mérites d'une grande consommation de produits laitiers pour garder des os solides apparaît dès lors inapproprié. C'est pourtant une pratique toujours en vigueur, surtout auprès des enfants. Les maladies que nous avons évoquées touchent malheureusement des individus de plus en plus jeunes. Mais les effets de notre surconsommation de protéines animales sont très loin de se limiter au domaine sanitaire. Ils bouleversent largement notre société et notre économie. La montée en puissance des produits d'origine animale dans notre régime alimentaire ne s'est pas faite spontanément. Elle est en partie la conséquence d'une politique agricole mise en place après-guerre, popularisée par les médias de l'époque, et qui nous a amenés à tripler notre consommation de viande en un peu plus de 50 ans. Qu'est-ce que voulaient les gens, nos dirigeants, par exemple, français, il y a 50 ans? C'est important de le comprendre. Il y a 50 ans, c'était le général de Gaulle au pouvoir. Le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958. C'est une date clé par rapport à tous ces événements. Parce que on était en plein milieu des 30 glorieuses, et la France, disons, sur le plan industriel, paraissait aux yeux d'un certain nombre de responsables publics comme en retard. Et en fait, ces gens-là se sont dit, pour industrialiser la France en profondeur, ce qu'elle n'était pas encore, on dispose d'une chance extraordinaire qui est l'agriculture. On a de très grandes surfaces agricoles, on a encore beaucoup de paysans, on a un élevage, il y avait à peu près 20 millions de bovins à l'époque en France, à peu près, donc il y a des atouts considérable en matière agricole. Donc si on augmente massivement la production de viande, si on l'industrialise, si on la rationalise, eh bien on va dégager des surplus financiers qui vont nous permettre d'accélérer l'industrialisation lourde, je dirais, de la France. Et c'est exactement ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu la volonté d'industrialiser la viande pour mieux industrialiser le reste de la France. Dès que l'industrialisation de l'agriculture fut décidée, le paysage agricole s'est transformé, et les petites fermes paysannes pratiquant une agriculture vivrière variée ont laissé place à d'immenses exploitations axées sur la culture d'une faible variété de céréales, servant en grande partie à nourrir les animaux. En France et en Europe du reste, 70% des surfaces agricoles sont dédiées
aux animaux d'élevage, soit sous la forme de pâturage, soit sous la forme de terres agricoles qui portent des céréales qui sont ensuite données aux animaux pour les nourrir. 70% des terres agricoles sont mobilisées pour les animaux. C'est tout simplement incroyable. Avec un bœuf, on fait 1500 repas, et avec les protéines qui ont servi à nourrir le bœuf, on en aurait fait 18 000 repas. C'est-à-dire, c'est un rapport de 1 à 10 au minimum. Donc c'est aussi une situation intenable, surtout avec la démographie actuelle et qui continue, d'imaginer que plus de la moitié des céréales produites sur la Terre vont à l'alimentation animale. Vous imaginez que nous sommes dans cette drôle de planète où on préfère donner à manger aux porcs et aux vaches des pays riches qui sont surgavés pour devenir obèses plus vite et laisser mourir de faim des pays pauvres. Et on voudrait appeler ça la révolution verte. Et on voudrait augmenter ce système. Si le développement de la mécanisation et l'emploi d'intrants chimiques ont permis, dans un contexte d'après-guerre, d'augmenter la production agricole et de nourrir une population dans le besoin, cette transformation ne fut pas sans coût. Et les agriculteurs en ont aussi été les victimes. À la fin des années 40, la population active agricole était de 34%. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 3,3% et continue de diminuer. Les paysans les plus fragiles ont souvent dû abandonner leur activité, victimes du surendettement. Les premiers tracteurs, ils faisaient 35 chevaux. C'était des petits tracteurs et il fallait que 120 quintaux de blé pour payer un tracteur dans les années 50-60. Aujourd'hui, il doit falloir des milliers de quintaux pour payer un tracteur. Surtout les bulldozers qu'on met dans les champs. Donc, avec des gens qui n'avaient pas un sens de la comptabilité à l'époque, ou qui pouvaient confondre allègrement chiffre d'affaires et revenus, c'était très facile de les endetter. D'ailleurs, pour une grande part, les terrains étaient hypothéqués et ils appartiennent aujourd'hui aux banques qui leur ont prêté de l'argent. Exit les petits paysans et leurs méthodes ancestrales. Mais les exploitants restants sont-ils pour autant assurés de la pérennité de leur activité et au regard du coût très élevé de cette agriculture industrielle? Comment les aliments produits de cette manière peuvent-ils être vendus à un si faible prix dans les rayons de nos hypermarchés? Pour produire de cette manière, ça coûte tellement cher qu'on ne pourrait pas vendre des aliments. Je veux dire, les consommateurs se révolteraient, on ne pourrait pas acheter les aliments si on les vendait au coût réel. Donc, pour cacher le coût réel, on a mis tout un système de subventions qui finalement assure la prospérité de la pétrochimie, puisque le paysan n'étant qu'un vase communicant, il reçoit les aides de Bruxelles qui lui permettent de payer les engrais, les industries lourdes, etc., pour lesquelles il est endetté. Et puis voilà, si on retire des subventions de ceux qui les reçoivent le plus, il faut savoir que ça représente environ 80% du revenu agricole pour certaines fermes. Ça veut dire que si on retire la subvention, ce système n'existe plus. Il est déjà un système artificiel, maintenu artificiellement, sous perfusion, avec l'argent des contribuables. Les plus importants bénéficiaires de la révolution verte sont donc visiblement les industries mécaniques et pétrochimiques. Aujourd'hui, de nombreuses variétés de semences sont protégées par des brevets, et la terre et les matières premières sont devenues des valeurs boursières. Les produits issus du système de subvention s'exportent de par le monde, à un prix empêchant parfois les petits paysans des pays émergents de pratiquer une agriculture vivrière qui les aiderait à se développer. Qui plus est, dans plusieurs de ces pays, d'immenses superficies sont détenues par une poignée de riches propriétaires terriens qui les consacrent à des monocultures vouées également à l'exportation, ce qui contribue à creuser un peu plus le fossé entre riches et pauvres.
La famine semble donc davantage une question de mauvaise répartition des ressources alimentaires que de quantité de ressources produites. La surconsommation de protéines animales dans les pays développés révèle également un autre paradoxe, étroitement lié aux maladies auxquelles elles contribuent. Ce paradoxe concerne les dépenses en matière de santé. En l'espace de 50 ans, si les dépenses alimentaires des ménages sont passées de l'ordre de 33% en 1960 à quelque 15% de nos jours, la consommation finale effective en matière de santé est passée de 5% en 1960 à plus de 11% de nos jours. On pourrait penser que cette augmentation a contribué à l'amélioration générale de l'état de santé de la population et à l'allongement de l'espérance de vie d'environ 10 ans depuis 1960. Mais ces chiffres peuvent être trompeurs, et de nombreux chercheurs s'interrogent aujourd'hui sur la véritable espérance de vie des générations nourries depuis l'enfance avec une alimentation industrielle, exposées dès la vie fétale à d'innombrables polluants chimiques et ayant un mode de vie de plus en plus sédentaire. L'explosion de l'obésité en est une des conséquences, et on sait que les obèses ont une espérance de vie nettement inférieure à celle des personnes ayant un poids normal. Aux États-Unis, les dernières statistiques publiées montrent que de 2008 à 2009, l'espérance de vie a augmenté de 2 mois, mais que pour les femmes dans la tranche d'âge 24-54 ans, c'est la mortalité qui a augmenté. Signe que cette génération commence à payer le prix du mode de vie qui s'est généralisé dans les pays industrialisés après la Seconde Guerre mondiale. Si les maladies dites de la prospérité touchent des individus de plus en plus jeunes, elles ont aussi fait apparaître une véritable industrie de la santé, pour soigner des malades chroniques de plus en plus nombreux, avec des traitements souvent très onéreux. Cette collusion entre médecine et industrie a sans aucun doute un lien avec le déficit abyssal de notre sécurité sociale. Pourtant, une des solutions pour réduire ces dépenses consisterait à prévenir davantage ces maladies, notamment en valorisant un régime alimentaire moins riche en protéines animales et recentré sur une base végétale. En définitive, notre goût prononcé pour les produits d'origine animale a complètement bouleversé notre système alimentaire, c'est-à-dire la façon dont les hommes s'organisent pour produire, distribuer et consommer leur nourriture. Ce système s'est grandement complexifié depuis l'essor de l'industrie agroalimentaire. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la plupart des agriculteurs possédaient de petites exploitations et employaient de la main-d'œuvre humaine ainsi que la force motrice animale pour pratiquer leur activité. Ils cultivaient alors une grande diversité de végétaux, produisaient un peu de lait, d'œufs et très peu de viande. Ces denrées étaient ensuite transformées par des artisans travaillant souvent à proximité, et ces derniers distribuaient eux-mêmes une partie des aliments aux consommateurs. Le reste de la production agricole était transporté sur de courtes ou moyennes distances pour approvisionner les petits commerces de la région ou du territoire national. La chaîne qui allait du producteur au consommateur était donc assez simple, et surtout assez courte. Dans la seconde moitié du XXe siècle, après la Révolution verte, ce système s'est industrialisé et internationalisé. Beaucoup d'agriculteurs sont devenus des exploitants pratiquant la monoculture sur d'immenses surfaces et l'élevage hors sol, le tout au moyen d'engins mécaniques et d'engrais chimiques. Ils ont donc produit beaucoup de céréales de même variété, et surtout beaucoup plus de viande, de lait et d'œufs. Dans cette nouvelle chaîne, les matières premières sont transformées dans de grandes usines largement automatisées. Les aliments sont ensuite acheminés sur de longues ou très longues distances, pour être enfin distribués dans les hypermarchés que nous connaissons. Pas seulement en France, mais dans le monde entier. Pourtant ce système, malgré l'abondance et la diversité des denrées qu'il offre en toute saison,
génère aussi bien des désordres sanitaires que de l'injustice sociale. Que ce soit l'endettement des agriculteurs, la disparition des petites structures, l'appauvrissement et l'endettement des pays pauvres, ou les faramineux profits des multinationales agroalimentaires, pétrochimiques et pharmaceutiques. Dans ce canevas complexe que nous tentons de tisser entre la surconsommation de protéines animales et les méfaits qu'elle peut engendrer au niveau sanitaire et socio-économique, le graphique précédent fait apparaître un point que nous avons jusqu'ici éludé. Il s'agit de l'impact environnemental de cette surconsommation. Et nous sommes souvent loin d'imaginer que ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette entraîne des effets au niveau écologique, parfois même à l'autre bout du monde. Parmi les modifications de nos comportements alimentaires qui sont intervenues dans la seconde moitié du XXe siècle, la plus néfaste concerne sans doute le gaspillage alimentaire. Un chiffre donne la mesure de ce gaspillage. Près de 30% de la production alimentaire mondiale est aujourd'hui perdue, mise de côté parce qu'elle ne correspond pas à des normes de marché, ou gaspillée lors de la consommation. Par conséquent, réduire ce gaspillage pourrait d'une part permettre de réaffecter une partie de la nourriture aux endroits où elle fait défaut, et d'autre part de réduire la pollution liée aux emballages alimentaires. Mais ce qui apparaît comme le plus absurde, c'est qu'en dépit de cet important gaspillage de nourriture, nous nous servons d'une grande partie de la production restante pour nourrir notre bétail. Les bovins sont à la base herbivores. Mais depuis la Révolution verte et l'essor de l'agriculture industrielle, l'herbe ne représente plus, en général, qu'un petit pourcentage de leur alimentation. Elle a même disparu de certains élevages intensifs, au profit d'autres aliments, le plus souvent à base de soja ou de maïs. Ceux-ci sont d'ailleurs devenus la base de l'alimentation de nombreux animaux d'élevage. Or, ces aliments sont en grande partie importés de pays d'Amérique latine, où leur production est à l'origine d'importants dégâts écologiques. Alors pour le soja, c'est surtout le Brésil qui est le principal producteur. 47% de ces cultures sont dédiées au soja. Et il faut dire que, par exemple, sur les dernières années, le Brésil a produit 20 millions de tonnes de soja, dont un quart viennent de la forêt amazonienne qui a été brûlée dans l'état du Mato Grosso. Et pour arriver à ça, c'est une déforestation de près de 10 000 km² par an, c'est-à-dire la surface à peu près de l'Île-de-France, pour donner une idée. Et cela fait au total 120 000 km² aujourd'hui qui sont dédiés au soja. Soja qui est ensuite exporté, comme l'huile de palme, comme l'élevage bovin. Tout cela sont des produits pour l'exportation et pour satisfaire la demande mondiale de viande essentiellement, puisque le soja est utilisé après à 90% dans l'alimentation animale. Alors pour la forêt, c'est un coût important parce que aujourd'hui elle est minée un petit peu partout et elle va entraîner un assèchement de la ceinture équatoriale. Donc en fait, je dirais que notre consommation aujourd'hui de viande et notre demande mondiale en termes de produits agricoles est directement responsable du changement climatique et de la disparition de la forêt mondiale. Voici donc une première esquisse des désordres écologiques qu'ont fait naître nos habitudes alimentaires d'hommes modernes. Cependant, le tableau est loin d'être complet, car si le lien est fait entre une consommation excessive de produits animaux et la destruction d'une partie de la forêt amazonienne, il ne faut pas oublier la consommation colossale d'hydrocarbures qu'implique l'acheminement de la nourriture du bétail sous nos latitudes. Et par voie de conséquence, la quantité prodigieuse de gaz à effet de serre dégagée chaque année par cette entreprise. Ce n'est donc pas étonnant si notre agriculture industrielle mondialisée, fonctionnant grâce à la mécanisation et aux artifices de la pétrochimie,
est responsable de près d'un tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Si les méthodes utilisées dans l'agriculture industrielle ont un impact sur notre atmosphère, elles engendrent également une dégradation des sols et une réduction de la biodiversité. Au départ pourtant, les innovations apportées par la Révolution verte ont semblé être une solution adéquate pour produire indéfiniment les mêmes variétés sur les mêmes surfaces. Je crois qu'on n'a pas bien vu ou pas assez vu l'impact extraordinaire qu'a eu l'invention il y a un siècle de la synthèse de l'azote de l'air pour pouvoir l'utiliser pour l'agriculture. Parce que au début, ça a été merveilleux. Vous mettez quelques dizaines de kilos d'une poudre très facile à épandre à l'hectare et vous doublez les rendements. Enfin, à l'époque, quand on a commencé, c'était la merveille des merveilles. Et puis maintenant, on en est beaucoup revenu parce qu'on n'a pas vu les conséquences. Bon, conséquences, plus besoin de faire des rotations, plus besoin de fumier, donc monoculture, donc augmentation du parasitisme, plus d'apport de matière organique, donc disparition progressive d'une partie de la matière organique des sols, donc appauvrissement des sols. Alors tout ça est très lent, ça a pris plusieurs décennies, donc c'est seulement maintenant qu'on commence à en voir les conséquences avec des sols qui ont perdu une bonne partie de leur fertilité par disparition de la matière organique et de l'humus. Donc je dirais tous les méfaits, enfin une bonne partie des méfaits de l'agriculture industrielle aujourd'hui proviennent de cette invention qui a été considérée comme géniale au départ. Quand on regarde un peu l'histoire, depuis le néolithique, de la naissance de l'agriculture jusqu'il y a un siècle et demi, c'était les hommes qui sélectionnaient dans leur environnement, dans leur écosystème, ils sélectionnaient leurs semences dans leur propre champ. Et depuis un siècle et demi, on a essayé de faire exactement l'inverse. On a commencé à investir des millions dans la recherche génétique. On a pris des critères de sélection un peu standards, qui est d'ailleurs pas forcément idiot. C'était aussi mieux intercepter l'énergie solaire pour en faire des calories alimentaires. C'est pas l'idée d'un mieux intercepter la lumière qui est l'idée fausse. C'est l'idée de ne le faire qu'à travers une variété pour laquelle on va investir des millions et pour lequel après, pour amortir ces millions, il va falloir que cette variété aille dans tous les écosystèmes. Et alors du coup, on homogénéise tous les écosystèmes, on essaye de les rendre tous sur le même type. Et alors évidemment, il ne faut plus qu'il y ait de chenilles, il ne faut plus d'insectes suceurs, il ne faut plus qu'il y ait de mauvaises herbes, et alors vous saupoudrez ça de pesticides de toutes sortes. Moins il y a d'espèces, moins il y a de variétés dans un écosystème, plus l'écosystème est fragile, c'est-à-dire plus il peut être sensible à une herbe adventice qui devient invasive, plus il peut être sensible à un agent pathogène, une rouille qui risque de se propager, une traînée de poudre, parce qu'il y a très peu de diversité, très peu de barrières à sa propagation, et au contraire, un excellent terrain, il y a une culture, la monoculture qui lui convient, etc. Et ce en sera pareil pour les insectes piqueurs-suceurs, il en sera pareil pour les chenilles, et du coup on se protège par des produits chimiques, et comme avec l'abus de produits chimiques, on découvre que parfois il y a quand même des espèces résistantes à la toxine qu'il y avait dans le produit chimique, qui, n'étant plus concurrencées par celles qui sont tuées, va commencer à proliférer, il va falloir ajouter une deuxième molécule pour se battre contre le truc, et voilà qu'on est dans un sauve-qui-peut, on commence à artificialiser à l'extrême, à simplifier à l'extrême, à éradiquer à l'extrême, mais la nature parfois a des formes de résistance qui font qu'il y a toujours un résistant, mais qui lui finit par propager, devenir extrêmement dangereux, et on met une deuxième, une troisième molécule, etc. On commence à payer très cher, quand même très très cher, des erreurs, et des erreurs qui pourtant au départ paraissaient bien intentionnées. On va essayer de trouver des variétés dites améliorées. À l'heure actuelle, beaucoup de cultures nécessitent plus d'une demi-douzaine de traitements avant de pouvoir être récoltées. Il en faut même jusqu'à 26 pour certaines variétés de pommes. Désormais, la géniale invention que fut en son temps la synthèse de l'azote de l'air laisse apparaître un funeste constat. La FAO estime que ces pratiques agricoles inadaptées ont mis en péril 25% des terres cultivées dans le monde et les menacent à terme de désertification. Mais l'utilisation massive de ces intrants est également responsable d'un gaspillage gigantesque
de la ressource la plus précieuse qui soit, l'eau. L'implantation de variétés de céréales très gourmandes en eau sur d'immenses surfaces, conjuguée à l'utilisation d'engrais chimiques qui ne peuvent incorporer les plantes que s'ils sont dissous dans l'eau, ont mis à mal certaines nappes phréatiques. Il faut quand même pas oublier une chose, là c'est un chiffre qui frappe parce que 73% de l'eau pompée, de l'eau douce pompée à la surface du globe va à l'agriculture. C'est-à-dire presque les 3/4 sont absorbés par l'agriculture. Alors, essayons d'imaginer que sur la Terre, sur les milliards de tonnes d'eau, de mètres cubes d'eau qu'il y a que 2% d'eau douce. Parce que tout le restant, c'est de l'eau salée ou de l'eau saumâtre. 2% d'eau douce. Et sur ces 2%, il y en a encore un 1% qui est bloqué dans les glaciers, dans les pôles et là. Et donc, il n'en reste plus que 1%. Et sur ce 1%, on en gaspille des milliards de tonnes chaque année. La gestion parcimonieuse des ressources aquifères sera sans doute un des enjeux majeurs pour nourrir l'humanité de demain. D'autant qu'elle devra porter sur la quantité d'eau utilisée comme sur sa qualité. Et il apparaît, comme nous l'avons vu, que les produits chimiques utilisés dans l'agriculture industrielle participent à la contamination des eaux de pluie et de rivières, et à l'empoisonnement de nombreuses espèces vivantes, du plus petit insecte jusqu'aux grands mammifères. Pourtant, malgré ces signes inquiétants, on continue de privilégier les méthodes mises en place après-guerre pour développer l'agriculture de demain et continuer de nourrir notre bétail. Au XXIe siècle, c'est vers les biotechnologies qu'on s'est tourné pour moderniser l'agriculture. Les OGM sont censés être la nouvelle solution pour augmenter la production agricole. Mais si le génie génétique en lui-même offre un formidable champ de recherche pour l'avenir, l'utilisation qui en a été faite pour développer les OGM est quant à elle bien plus douteuse. Ce qu'on peut remarquer, c'est que, premièrement, contrairement à leur publicité, les OGM n'ont jamais été fabriqués pour augmenter la productivité. Ils ont été fabriqués pour pouvoir absorber ou produire des pesticides et les pesticides des compagnies qui les fabriquent. Aucun des gènes qui a été inséré dans les OGM commercialisés aujourd'hui n'est fait pour stimuler la croissance. C'est fait pour pouvoir absorber ou produire des pesticides. Et donc, il n'y a que deux grandes classes de gènes, soit absorber le Roundup, qui est le plus grand pesticide du monde, sans mourir. Donc, la plante y devient insensible. Soit produire des insecticides de type nouveau, qui ne sont pas agréés dans l'alimentation, mais qui vont être produits de l'ordre du kilo par hectare ou du milligramme par kilo de plante, ce qui est énorme. Nous avons été l'équipe, avec le CRIGEN, seul au monde à refaire les statistiques des études qui ont servi à autoriser les OGM sur le marché, notamment sur les risques santé. Et qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, c'est un scandale innommable qu'il n'y ait pas un gouvernement de la planète qui ait exigé plus de 3 mois de tests sur les rats avant de donner ces OGM à la planète entière, enfants, vieillards, patients, personnes saines, hommes, femmes, etc. Ça veut dire qu'on nous dit, oui c'est bon, il n'y a rien à voir, c'est vrai, hein. Mais par contre, on n'est pas capable d'exiger d'en donner plus de 3 mois à des rats. Donc, on va se dire, allons regarder les analyses de sang de ces rats. Ah non, elles sont secrètes. Il a fallu que Monsanto perde en cours d'appel contre le gouvernement allemand pour qu'on ait accès à ces analyses de sang de malheureux rats qui avaient mangé les OGM pendant 3 mois. On marche sur la tête. Quand on prend ces analyses de sang et qu'on regarde dans le détail, sur 400 rats, il n'y en a que 80 qui mangent des OGM, parce qu'ils ont donné 6 régimes différents aux rats normaux. Plus ou moins de sel et plus ou moins de sucre selon le type de maïs qu'ils mangeaient. Bon alors, ok, on regarde quand même ces 80 rats. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils n'en ont mesuré que 40 au niveau de tous les paramètres sanguins. Et sur ces 40 rats pour décider, il y a 29 paramètres qui sont désorganisés. Et ces paramètres, ça peut être 40% d'augmentation du taux de graisse chez les femelles, 10% d'augmentation du taux de sucre chez les mêmes femelles, augmentation du poids du foie,
augmentation du poids du corps à 3,5, un peu plus de 3,5% en 3 mois. Hein. Donc c'est très peu de temps. C'est un syndrome, et des reins qui dysfonctionnent. C'est un syndrome prédiabétique pour les médecins qui regardent ces dossiers. Quand on voit ça, alors y a des gens qui disent oui, ah mais on l'avait vu, mais voyez, on n'en tient pas compte parce qu'il n'y en avait pas assez de dérèglement, ou alors parce que c'était seulement dans un sexe ou dans l'autre, mais il aurait fallu dans les deux pour qu'on y croie, ou alors parce que c'était pas proportionnel aux 2 doses d'OGM qu'on leur avait données. Alors beaucoup plus grave, ils disent ah ben oui, mais Monsanto en tout cas dit ça, mais on fait pareil pour évaluer les pesticides et les médicaments. Ce qui veut dire, monsieur, que depuis 50 ans, pour les pesticides, pour les médicaments, pour les produits industriels quand ils sont évalués, parce que sur 100 000, il n'y en a que 500 qui sont évalués comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Et pour les OGM depuis 15 ans, ils font des tests de 3 mois, quelquefois, parce que même pas pour tous les OGM, et quand ils ont des effets, que ce soit pour les pesticides, etc., ils vont pas voir plus loin s'ils n'ont pas des effets bœufs, en quelque sorte. Au regard des méfaits causés par notre appétit dévorant pour les produits carnés, il serait tentant de corriger cette tendance en remplaçant la viande par du poisson. Mais il serait illusoire de croire que cette alternative est une solution adéquate. Car la révolution industrielle a également transformé en profondeur le milieu de la pêche. Et les flottilles de chalutiers pratiquant une pêche traditionnelle cohabitent depuis longtemps avec de gigantesques navires industriels. Ces navires-usines représentent seulement 1% des bateaux, mais prélèvent 50% des poissons pêchés dans le monde. Cette pêche industrielle met gravement en danger la pérennité des réserves halieutiques. La FAO estime à 77% la proportion d'espèces de poissons impactées à différents degrés. 8% seraient épuisées, 17% surexploitées et 52% exploitées à leur maximum. Si l'avenir promis à une humanité à tendance majoritairement carnivore semble bien sombre, cette situation n'est évidemment pas irréversible. Depuis plusieurs années maintenant, les consciences s'éveillent. Les bienfaits d'un régime alimentaire pauvre en protéines animales sont peu à peu reconnus, et la pratique d'une agriculture durable et écologique s'intensifie. Désormais, nous savons presque tous qu'il est essentiel de respecter un régime alimentaire équilibré pour rester en bonne santé. L'accent a été mis sur l'importance de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour et de pratiquer régulièrement une activité physique. Cependant, jusqu'ici, on met rarement en avant les bienfaits que peuvent apporter une diminution de notre ration quotidienne de produits animaux. Pourtant, dès le milieu du XXe siècle, des expériences très concluantes en la matière ont été menées. Une des plus probantes est sans doute celle menée par le Dr Caldwell B. Esselstyn Jr. Ce chirurgien américain de renom, formé à l'université de Yale, est considéré comme un des plus éminents médecins de sa génération. Après 11 ans de carrière, fatigué de traiter seulement les symptômes des maladies cardiovasculaires et du cancer à l'aide de la médecine conventionnelle, le Dr Esselstyn décida de se concentrer sur la prévention de ces pathologies qu'il jugeait fortement associées à l'alimentation. En 1985, il testa chez 18 patients atteints d'une maladie coronaire avérée les effets d'un régime à base d'aliments complets d'origine végétale, complété d'une dose infime de médicaments. Cette étude avait pour objectif principal de réduire de près de 40% leur taux de cholestérol. Les participants furent priés pendant 5 ans d'éviter de consommer des huiles, ainsi que toute protéine animale, à l'exception du lait et du yaourt écrémé. À l'issue de ces 5 ans, leur taux moyen de cholestérol avait chuté de plus de 46%. Esselstyn leur demanda alors de cesser de consommer le lait et le yaourt. Après 11 ans, il y eut un seul problème coronaire parmi les participants soumis à ce régime alimentaire.
Mais le plus spectaculaire tient sans doute au fait que dans 70% des cas, les artères encrassées de ces malades se sont débloquées. Leur diamètre a augmenté de 7%, accroissant le volume sanguin et circulant de 30%. 17 ans après le début de l'étude menée par Esselstyn, tous les patients ayant continué à suivre ce régime à l'exception d'un seul étaient encore en vie et âgés d'au moins 70 ans. En 2004, à la suite de sérieux problèmes cardiovasculaires, même les médecins de l'ancien président des États-Unis Bill Clinton lui conseillèrent de suivre cette diète pour prévenir de futurs problèmes coronariens. Ce changement d'habitude alimentaire a visiblement porté ses fruits. How do you lose so much weight? What kind of diet are you on? The short answer is, I went on essentially a plant-based diet. I live on beans, legumes, vegetables, fruit. I drink a protein supplement every morning, no dairy. I drink almond milk mixed in with fruit and a protein powder, so I get the protein for the day when I start the day out. And it changed my whole metabolism, and I lost 24 pounds, and I got back to basically what I weighed in high school. But I did it for a different reason. I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, whom you know, out in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. L'étude du Dr Esselstyn tend à prouver qu'un régime alimentaire faible en protéines animales et riche en aliments complets d'origine végétale permet non seulement de stopper les effets des maladies cardiovasculaires, mais surtout de faire régresser ces effets et d'améliorer l'état de notre cœur et de nos vaisseaux sanguins. Mais comme le montre cette interview de l'ancien président Clinton, ce régime est également un remède efficace contre l'obésité. Voici les résultats d'autres études qui ont été publiées pour un régime alimentaire à forte dominante végétale, accompagné d'exercices physiques réguliers. Un régime à tendance végétarienne est donc une solution intéressante pour perdre du poids assez rapidement, tout en préservant son capital santé sur le long terme. Pourtant, le régime star de notre époque se situe à l'opposé. Il est hyperprotéiné et centré sur la viande. Très efficace à court terme, il peut entraîner des complications pour la santé si on continue de le suivre sur une longue période. Et ce, de l'aveu même des médecins qui le recommandent à leurs patients. Seule une alimentation diversifiée et centrée sur une base végétale est à même de fournir le panel de nutriments indispensables au bon fonctionnement de notre organisme et au-delà, de le renforcer et de le protéger. De nos jours, il faut voir que, encore tout récemment, la viande était considérée comme un marqueur social. C'est-à-dire que les gens se sont mis à manger de la viande de façon tout à fait excessive. Sur le plan, je dirais, strictement médical, je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Parce que finalement, quand on regarde la physiologie de l'homme, il a besoin de beaucoup de vitamines, de beaucoup de minéraux et d'un grand nombre de fibres d'origine végétale. Or,
Si on a une alimentation qui est trop carnée, eh bien on risque d'avoir ce déficit d'apport en toutes ces vitamines, minéraux de façon courante, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. On voit énormément de gens, vous savez, qui ont des troubles non spécifiques, un type de fatigue, un petit peu déprimé, de stress, etc. Et finalement, quand on leur dit de changer leur alimentation, d'avoir une alimentation beaucoup plus végétale, avec moins de sucre raffiné, mais aussi moins de sel, et en mettant de côté une alimentation de type industriel, eh bien très souvent vous les revoyez et eux-mêmes vous disent qu'ils sont en forme. Donc le simple fait de modifier son alimentation vers une alimentation moins transformée et plus végétale, on voit que c'est bénéfique. Par ailleurs, j'ajouterais qu'il est clairement démontré que les gens qui ont des tendances végétariennes ont beaucoup moins de maladies cardiovasculaires que les autres. Reste une ombre au tableau. C'est la présence de résidus de pesticides dans les végétaux produits par l'agriculture conventionnelle. C'est pour répondre à ce problème qu'il est impératif de mettre en place une agriculture durable et écologique à grande échelle. Et le fer de lance de cette agriculture, c'est l'agriculture biologique. Celle-ci est longtemps demeurée marginale. C'était pour beaucoup une lubie d'agriculteurs écologistes, un peu trop zélés. Mais la recrudescence de maladies chroniques dans nos sociétés développées a poussé certains consommateurs à se tourner vers les produits issus de l'agriculture biologique pour s'alimenter. Cependant, les produits bio restent financièrement moins accessibles que ceux issus de l'agriculture conventionnelle. Ceci essentiellement pour des raisons politiques. Ils sont donc souvent considérés comme l'apanage des couches les plus aisées de la population. Alors est-il possible que l'agriculture biologique nourrisse la planète ? Est-elle économiquement viable pour les agriculteurs ? Et sera-t-elle un jour accessible à tous ? La demande en produits issus de l'agriculture biologique ne cesse de croître depuis le début des années 2000. Selon l'agence Bio, en 2010, les achats de produits bio représentaient 3 milliards d'euros, contre 1,6 milliard en 2005. La croissance annuelle de cette demande est de 20%. Quant à la conversion d'agriculteurs au mode de production biologique, même si elle ne suffit pas à satisfaire la demande, elle se développe elle aussi. Aujourd'hui, elle représente 3,9% des exploitations françaises et 3% de la surface agricole cultivée. Mais la question de la rentabilité des exploitations biologiques et de leur capacité à nourrir une population humaine en constante augmentation reste un sujet de débat. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, il existe plus de 286 études collectées par des universités américaines, indiennes et anglaises qui démontrent que l'agriculture biologique est plus rentable et plus durable que l'agriculture conventionnelle. Fin 2010, un rapport de l'ONU sur le droit à l'alimentation est venu appuyer cette idée. Fondé sur un examen approfondi des plus récentes recherches scientifiques, ce rapport appelle à un virage fondamental en faveur d'une agriculture durable et écologique comme moyen d'accroître la production alimentaire et de réduire la pauvreté rurale. Ce type d'agriculture, nommé agroécologie par le rapporteur de l'ONU, met en avant des méthodes de culture qui se rapprochent étroitement de celles utilisées dans l'agriculture biologique. Le rapport souligne que les projets agroécologiques menés dans 57 pays en développement ont entraîné une augmentation de rendement moyenne de 80% pour les récoltes, avec un gain moyen de 116% pour tous les projets menés en Afrique. Il indique aussi que les projets menés en Indonésie, au Vietnam et au Bangladesh ont réduit de 92% l'utilisation d'insecticides pour le riz, permettant aux agriculteurs pauvres de faire d'importantes économies financières. Globalement, ce rapport identifie une douzaine de mesures que les États devraient mettre en œuvre pour développer les pratiques agroécologiques et qui pourraient permettre de doubler la production alimentaire mondiale en 10 ans. Il note ensuite que cette approche gagne aussi du terrain dans les pays développés comme les États-Unis, l'Allemagne ou la France, mais qu'en dépit de son incroyable potentiel dans la réalisation du droit à l'alimentation
L'agroécologie est encore insuffisamment soutenue par des politiques publiques ambitieuses et peine donc à dépasser le stade expérimental. C'est en partie ce manque de soutien politique et financier qui explique que les aliments issus de l'agriculture biologique sont actuellement vendus jusqu'à 50% plus cher que ceux issus du conventionnel. Mais alors, comment rendre sans attendre ce changement politique les produits bio accessibles aux couches les plus modestes de la population, et ceux-ci sans trop fortement pénaliser leur pouvoir d'achat? Eh bien, une partie de la réponse se trouve dans la répartition de notre ration alimentaire. En effet, si l'on prend le budget mensuel nécessaire à une alimentation classique, on constate qu'une personne consacre en moyenne 50,40 € à la viande et à la charcuterie, 26,30 € au pain et aux céréales, 26,60 € aux produits laitiers et aux œufs, 30,20 € aux fruits et légumes, 15 € aux poissons et aux crustacés, 14,10 € aux aliments sucrés et 11,70 € à des aliments divers. Ceci pour un total de 174,30 €. Maintenant, si on compare ce budget à celui d'un individu dont le régime est à tendance végétarienne et qui se nourrit d'aliments biologiques tout en privilégiant des produits locaux et de saison, on constate qu'il est en mesure de réaliser une économie de 12% par rapport à l'alimentation classique. L'ensemble de ces informations tend à prouver que la transformation à grande échelle de notre agriculture est possible et que les produits issus de l'agriculture biologique peuvent être accessibles au plus grand nombre. Ceci à condition d'une part de revaloriser les protéines végétales dans notre alimentation et d'autre part de consommer des produits locaux et de saison. Car dans ce cas, les agriculteurs comme les consommateurs peuvent y trouver leur compte. Il ne s'agit pas pour autant d'éradiquer complètement les produits animaux de nos assiettes, car ils font partie intégrante de notre gastronomie. Par ailleurs, les ruminants, vaches, moutons, chèvres, sont indispensables pour entretenir les zones humides et les régions de montagne où seule l'herbe, leur nourriture naturelle, peut pousser. Nourris à l'herbe, et à l'herbe bio, ils produisent une viande plus saine et du lait plus riche en oméga 3, et procurent de meilleurs revenus aux éleveurs qui les nourrissent ainsi. Des éleveurs aujourd'hui si peu nombreux, 1 à 2% des élevages français, que paradoxalement, leur nombre devra fortement augmenter si l'on veut assurer au plus grand nombre une viande et des produits laitiers de qualité, même si, comme c'est souhaitable, la consommation de protéines animales baisse nettement. Ajoutons que la présence d'animaux dans une exploitation agricole contribue à son équilibre écologique et à assurer la fertilité des sols. Enfin, n'oublions pas que parmi les bienfaits qu'apporterait cette modification à la fois des pratiques agricoles et de nos comportements alimentaires, nous pourrions réaliser d'importantes économies en matière de dépenses de santé et de protection de l'environnement. Le développement d'une agriculture vivrière biologique et l'adoption d'une alimentation à dominante végétale dans les pays développés apparaissent comme des solutions viables pour nourrir l'avenir. Mais pour que ce changement s'opère, il devra s'accompagner d'une forte volonté individuelle et collective. Nous rendrions alors service non seulement à notre corps et nos sociétés, mais aussi à notre planète. À l'heure actuelle, il n'existe aucune projection environnementale directe sur les effets que produirait une conversion à grande échelle de l'agriculture vers un mode de production durable et écologique, accompagné d'une nette réduction de la consommation de produits animaux dans la population. Néanmoins, on peut tenter d'imaginer les effets qu'une telle transformation produirait. La première conséquence serait sans doute la transformation des paysages que nous connaissons. En effet, si la demande en produits animaux baissait drastiquement, les surfaces consacrées à la nourriture du bétail s'en trouveraient réduites elles aussi, à l'exception des prairies, et à la condition qu'on cesse de nourrir les vaches et autres ruminants à grand renfort de céréales et de soja. Une partie des surfaces libérées pourrait alors être consacrée à de la forêt. Aux abords des champs et dans les cultures maraîchères,
la faune et la flore décimées par les pesticides réintégreraient progressivement ces espaces. Et on assisterait à un accroissement de la biodiversité et à un rétablissement de l'équilibre naturel des espèces. Car la biodiversité est une des clés de l'agriculture durable. Les méthodes employées dans l'agriculture biologique ont fait la preuve qu'en respectant quelques principes fondamentaux, hérités des connaissances accumulées par nos ancêtres et enrichis de l'expérience des agriculteurs bio et des avancées de la recherche agronomique, on est en mesure d'assurer la fertilité des sols sur le long terme. Premier principe, rotation. Jamais la même culture sur la même parcelle 2 années de suite. Rien que cette pratique-là entraîne la disparition de 80% des problèmes. Après, il n'y a plus que 20% à régler. Rien que la rotation. Deuxième principe, je nourris le sol plutôt que nourrir la plante. Parce qu'en nourrissant la bactériologie du sol, d'abord je l'entretiens, je la vivifie, et surtout, je nourris mes plantes correctement parce que il y a ces métabolismes et ces symbioses entre les végétaux et la bactériologie des sols qui font que de tout temps, on ne mettait pas les plantes sous perfusion comme on le fait aujourd'hui avec les solutions solubles qui justement brûlent la bactériologie des sols, détruisent la bactériologie des sols et vous font des plantes artificielles et en même temps détruisent la fertilité des sols. Il nous faut effectivement, moi le mot, je l'emploie sans problème, intensifier notre agriculture à l'hectare, à la condition que le mot intensifier notre agriculture à l'hectare soit bien compris. On va faire un usage très intensif des ressources naturelles renouvelables. Alors les ressources naturelles renouvelables, en termes de calories, c'est d'abord la lumière, c'est la photosynthèse, c'est des plantes qui interceptent sur les hectares en question l'énergie lumineuse, transforment ça en hydrate de carbone, c'est de l'énergie alimentaire, mais ça coûte rien. Maintenant, il nous faut des protéines, il y en a dans le sang, il y en a dans le lait, il y en a dans les os, il y en a dans les muscles, il nous faut des protéines. Les protéines, c'est des éléments dans lesquels il y a de l'azote. Et pour l'instant, on fait un usage beaucoup trop faible de l'azote de l'air disponible sur les hectares déjà cultivés. Et il y a des plantes, c'est des plantes de la famille des légumineuses, ça s'appelle, vous avez déjà entendu parler mille fois, ça s'appelle des luzernes, des sainfoins, des lotiers, des trèfles incarnats, des trèfles violets, des trèfles blancs, en tout cas des plantes fourragères qui permettraient de nourrir des animaux éventuellement à partir de l'azote de l'air, et ça c'est une ressource naturelle renouvelable, donc faire un usage très intensif de l'azote, de l'air, sur les 28 millions d'hectares en France, sur les 1,5 milliard d'hectares cultivés à l'échelle mondiale pour fabriquer des protéines végétales, que ce soit directement pour l'alimentation humaine ou même pour l'alimentation animale, on manque pas d'air. Donc au fond, il ne s'agit pas de dire on retourne à la lampe à huile, on retourne à la chasse, la pêche et la cueillette, l'homme va rester dominé par les forces de la nature, etc. Rien de moins. C'est pas un discours archaïque. Mais on va désormais, l'homme avec son environnement, raisonner au mieux, d'abord bien connaître cet environnement, bien connaître cette écologie, bien connaître ces cycles du carbone, de l'azote, des éléments minéraux, etc. Et on va faire avec. On va faire avec. Et comprendre que le destin de l'humanité, de sa nourriture et le destin de l'environnement, eh ben, c'est un destin qui nous est commun. En cherchant à éradiquer les espèces d'insectes et de plantes nuisibles aux cultures, les promoteurs de l'agriculture conventionnelle ont trop longtemps occulté l'équilibre qui régnait au sein des écosystèmes et qui permettait des associations réciproquement profitables à la pérennité de toutes les espèces. Le principe de l'agriculture biologique consiste simplement à prendre exemple sur cette symbiose et à travailler en collaboration avec les forces de la nature au lieu de lutter contre elle. Et cette nature renferme des forces, souvent insoupçonnées. Moi je suis enfant du désert, et pendant des années, quand j'allais sur la terrasse de notre maison, je regardais le désert infini, sable, rocailles. Et une année, il y a eu une pluie exceptionnelle, douce, longue, et tout le désert a reverdi. Et a reverdi complètement. Donc ça veut dire qu'il y a des graines qui sont capables d'atteindre, et les adultes, c'est-à-dire moi j'étais enfant, mais des gens plus âgés que moi disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les graines qui ont été produites, elles ont pu patienter pendant 30, 40 ans. Moi, ce qui vraiment me bouleverse, et ce qui est atterrant, c'est que les gens ne savent même pas ce que c'est que la terre. Ils consomment, mais ils ne savent pas ce que c'est que la terre. Pour eux, dans le schéma simpliste, c'est un substrat dans lequel on met des engrais chimiques, ça pousse, on récolte, et puis voilà. Donc il y a déjà à lever cette ignorance par une communication, dire que la terre c'est vivant et que il faut l'entretenir et que pour que nous puissions nous-mêmes être en bonne santé, il faut que notre terre soit en bonne santé, respectée, admirée, aimée, entretenue. Déjà il faut passer là par la conscience humaine déjà. Imaginez un instant qu'une majorité d'agriculteurs se convertissent à l'agriculture vivrière biologique et que nous, consommateurs, nous engageons à consommer des produits locaux et de saison. Il y aurait fort à parier qu'aux abords des villes, comme sur les grands axes, les embouteillages se fassent plus rares. Car agriculture vivrière biologique et commerce de proximité signifient diminution des importations et des exportations sur longue distance. Et par là même, diminution du trafic routier. Le temps libre gagné sur la route pourrait vous permettre de vous ressourcer en pleine nature. Vous constateriez alors que les cours d'eau d'habitude à sec sont à nouveau remplis. Et vous pourriez même boire leur eau sans risquer d'absorber de résidus de pesticides ou de médicaments. Car agriculture vivrière biologique et alimentation majoritairement végétale signifie amélioration de la qualité de l'eau et régénération des nappes phréatiques. Utopique? Trop beau pour être vrai, me direz-vous. Pourtant, ce futur ne serait plus si irréaliste si nous parvenions globalement à rétablir une consommation de proximité et à inverser notre ratio de consommation de protéines. Mais chez la plupart des gens qui désirent adopter une alimentation à tendance végétale, on retrouve toujours les mêmes interrogations et les mêmes idées reçues. Par quoi vais-je remplacer la viande dans mon assiette? Pas par des plats végétariens, ils sont trop fades. Or, si les ressources alimentaires végétales de base, aussi variées que les céréales, les légumineuses, les fruits et légumes, les oléagineux, et même les algues marines alimentaires ou certaines plantes sauvages comestibles sont accessibles, les plats végétariens sont encore assez peu représentés sur les étals de nos supermarchés. Toutefois, peu de doutes subsistent quant à leur potentiel gastronomique. Les chefs et dans les écoles hôtelières, tout repose sur la viande ou le poisson. On ne peut pas comprendre qu'un menu peut se composer sans viande ou sans poisson. Et l'association légumineuses et céréales font que c'est la base sur les continents de l'alimentation. En Inde, c'est le riz et la lentille. La Chine, c'est le soja et le riz. En Amérique du Sud, on va avoir le haricot et le maïs. En Afrique du Nord, on a le pois chiche et le blé. Donc, on a ce fondement alimentaire pour que l'individu se développe, soit en bonne santé. Beaucoup de gens ne connaissent pas ne serait-ce que 6 ou 7 variétés de céréales et pareil pour les légumineuses. Et puis ils confondent légumineuses et céréales. Pour eux, poisson, petits pois et riz, on enlève le poisson, on laisse les petits pois et le riz. Évidemment, on ne prend pas les gens pour des imbéciles. Une fois, 2 fois, troisième fois, ils ne prennent plus. La cuisine végétarienne, c'est pas d'enlever un morceau de viande ou d'un morceau de poisson et de consommer le légume qui accompagnait ce poisson ou cette viande. La cuisine végétarienne est une cuisine de couleurs. J'ai toujours essayé dans une composition de jouer sur les textures, de jouer sur les couleurs. La cuisine orientale y apporte beaucoup d'intérêt. Sur les textures, le croustillant, le ferme, le moelleux.
tous ces éléments font qu'on a une palette vraiment très très intéressante. On peut se retrouver avec des parfums et des goûts pays scandinaves. On peut se retrouver avec des goûts d'Amérique du Sud en jouant sur certains produits qu'ils utilisent. Pareil pour l'Asie. La cuisine végétarienne est aussi un des moyens d'utiliser produits de saison, produits de proximité. Moi, j'aime beaucoup l'hiver parce que je trouve que c'est la période où on a beaucoup plus de variété, diversité de légumes qu'au printemps. Bon, l'été, c'est peut-être un peu toujours les mêmes légumes, la tomate, l'aubergine, la courgette, le poivron. Alors que l'hiver, on va avoir toutes les racines, toutes les raves, tous les cucurbitacées, l'automne et l'hiver. C'est deux périodes que j'aime beaucoup pour cuisiner. La révolution verte entreprise dans les années 50 se voulait gage de prospérité et d'abondance. Et si elle a permis aux pays développés d'avoir accès à de la nourriture en abondance, et en particulier à plus de produits animaux, force est de constater qu'un demi-siècle plus tard, elle a surtout profité à la poignée d'individus qui l'ont initiée. Mais elle a également montré ses limites au travers des désordres sanitaires, socio-économiques et environnementaux qu'elle a engendrés, y compris chez beaucoup d'agriculteurs qui n'ont fait que suivre les recommandations des décideurs de l'époque. Le premier droit d'un être humain est de pouvoir se nourrir décemment. C'est aussi sa première nécessité. Notre pays l'a érigé au rang d'art de vivre. Mais pour une personne sur 6 dans le monde, c'est tout simplement un art de survivre. Il semble bien illusoire d'attendre de nos instances politiques qu'elles endiguent le fléau de la faim dans le monde, tout comme la malnutrition par excès dans les pays riches. Car nos gouvernements n'ont guère d'autres marges de manœuvre que celles que leur laisse la logique de profit qui régit notre système économique. Mais nous n'avons pas vraiment besoin d'eux, car dans nos sociétés modernes, notre pouvoir d'achat est bien plus puissant que notre pouvoir de vote. Diminuer individuellement sa consommation de produits d'origine animale et augmenter sa consommation d'aliments d'origine végétale, biologique et locale est un acte tout aussi politique que celui de glisser un bulletin de vote dans une urne. Notre liberté la plus fondamentale est celle de choisir ce que nous mettons dans notre assiette. Si nous décidons individuellement de changer nos comportements alimentaires, alors nos individualités conjuguées donneront aux populations une autonomie dans la satisfaction de leurs besoins nutritionnels et le pouvoir de résister à de futures crises économiques, énergétiques et alimentaires. Connaissez-vous l'histoire de cet homme sage et digne qui mourut très vieux? Dieu lui dit alors: « Viens, je vais te faire voir l'enfer. » Et il l'emmena dans une pièce où plusieurs personnes assises faisaient cercle autour d'un énorme plat de ragoût. Chacun tenait à la main une cuillère qui trempait dans le plat, mais l'ustensile avait un manche si long que nul ne pouvait le porter à sa bouche. Tous étaient affamés et désespérés. Leur tourment était horrible. Puis Dieu dit: « Viens, maintenant je vais te faire voir le paradis. » Ils entrèrent dans une autre pièce. À la grande surprise de l'homme, ce lieu ressemblait en tout point au premier. Plusieurs personnes assises faisaient cercle autour d'un énorme plat de ragoût et chacune tenait à la main une cuillère au manche démesurément long. Cependant, dans cette pièce-ci, tous étaient bien nourris et heureux. Joie et rire remplissaient la pièce. « Je ne comprends pas, dit l'homme. Je ne vois que 2 endroits semblables en toutes choses. Pourtant ici, tous semblent heureux de leur sort, et là-bas, ils sont si misérables. Comment cela se fait-il » À ces mots, Dieu sourit. « Ce que tes yeux ne peuvent voir, c'est qu'ici, ils ont appris à se nourrir les uns les autres. »